Vous venez de passer 1 heure avec le loup de Wall Street français, Marc Fiorentino et ses experts. 1 heure pour construire et gérer votre patrimoine en fonction de votre profil et du contexte macroéconomique. Maintenant, Marc, c'est à vous. Tout compris, Amaury. Tout compris. Ah tout ouais, compris. bravo. Ça va Ah, Ça va, mais c'est là, bien résumé la présentation, là, j'ai trouvé ça fantastique. Bon, bah voilà, on va retenir Mais ça. j'ai presque envie de vous dire pourquoi vous faites passer votre argent, quoi. Non, franchement, parce que là, Je le c'est fais la déjà relève, avec vous. quoi. C'est la Je le fais relève, déjà quoi. avec vous. Bon, Voilà. alors on y va, qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça, Marc, maintenant, c'est à vous de faire face au public. Le public est là. Oula. Il a plein de questions et vous allez répondre à toutes les questions du public. Mesdames, messieurs, c'est à vous. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour Marc. Bonjour. On se connaît depuis 40 ans, nous, et vous n'avez pas toujours été un loup, je tiens à le dire. J'écoute avec beaucoup d'attention toutes vos émissions le vendredi soir, je trouve ça très intéressant. Merci. Ma première question sera, vous avez parlé des enveloppes, le PER, l'assurance vie, le PEA, sauf que ces enveloppes, on ne peut pas y mettre tout ce qu'on veut, et on ne peut pas mettre dans le PER, on parle d'unité de compte, on parle de tas de choses, mais on ne peut pas mettre ce qu'on veut, on ne peut pas bouger aussi facilement qu'on le voudrait dans ces enveloppes-là. Et en plus, il y a pas mal d'intermédiaires avec des taux de commission, l'assureur, le courtier, etc. D'accord. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Alors moi, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous parce que je pense qu'aujourd'hui, alors c'était peut-être vrai il y a quelques années, aujourd'hui on peut mettre quand même énormément de choses. Vous vous rendez compte que tous les gens qu'on a eus là, y compris le private equity, c'est-à-dire le capital investissement aujourd'hui, on peut en mettre dans de l'assurance vie. Alors ensuite, vous touchez... Alors moi, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est toujours ce que je conseille à tous les gens que je rencontre, c'est de leur dire, utilisez les enveloppes fiscales. L'assurance vie, je trouve que c'est une enveloppe absolument incroyable. Le PER, c'est une enveloppe absolument incroyable. Le PEA pour les actions. Donc, je pense qu'il faut d'abord aller vers les enveloppes fiscales. Évidemment, si vous avez des besoins qui sont spécifiques, vous avez raison, pour des besoins spécifiques, il faut des enveloppes un peu spécifiques. C'est notamment le cas de l'assurance vie luxembourgeoise. Il y a des gens qui veulent ils ne veulent pas avoir le risque d'État français ou autre et qui veulent avoir la protection du duché de Luxembourg. OK, ça c'est possible, mais je crois qu'on peut tout faire aujourd'hui avec ces produits. Là où vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, qui est mon combat depuis des années, c'est de dire je ne comprends pas pourquoi on continue à aller investir dans des produits qui ont des taux de commissionnement qui sont extrêmement importants. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est votre responsabilité. Vous allez sur Internet et vous trouvez des produits qui sont les mêmes. Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi des gens vont faire des heures de queue pour payer quelque chose 5 € moins cher, je comprends. Mais d'un autre côté, ils vont acheter un produit de placement qui existe sur une étagère juste à côté, à un prix à 0 droit d'entrée, et ils vont le prendre avec 3% de droit d'entrée. Ben non, quand on a des taux de rendement comme en ce moment qui sont difficiles, avec des marchés qui sont difficiles, quand gagner 3 ou 4%, c'est pas simple, ben on ne va pas lâcher 2, 3%, 1% dans des frais. Donc j'ai envie de vous répondre, oui, vous avez raison, sur les frais, il faut être ultra vigilant, et encore plus vigilant dans les périodes compliquées comme aujourd'hui. Mais par contre, les enveloppes, pour moi, c'est une priorité. Merci. Une autre question du public. Et bonjour Marc. Bonjour, merci d'être venu. Une petite question là sur le secteur de la transition énergétique. Ouais. Il y a eu un espèce de crack, on a fait moins 25%. J'aimerais savoir pourquoi et est-ce qu'il faut y retourner? Alors, pourquoi? C'est très simple. Il y a eu une bulle verte. C'est-à-dire qu'on a peint des trucs qui n'étaient pas verts, on a mis un coup de peinture, on appelle ça du greenwashing, et puis on nous a vendu du rêve. C'est-à-dire qu'on nous a vendu une transition énergétique où tout le monde serait gagnant avec des startups. On nous a fait le coup déjà, on nous a fait le coup sur Internet, on nous a fait le coup sur la métaverse, on nous a fait le coup sur plein de domaines. La différence, et j'ai envie de dire que là, ça ressemble quand même à Internet, la différence, c'est qu'il y aura une transition écologique, une transition climatique. Comme l'Internet a fini par entrer dans les usages. Donc, c'est évidemment un secteur dans lequel il faut investir. Maintenant, je pense que c'est un métier de spécialiste. C'est-à-dire que savoir aujourd'hui, déjà, qui vont être les gagnants et les perdants de la transition écologique, c'est déjà très dur. Et ensuite, croire aux rêves
que peuvent nous vendre parfois certaines entreprises qui ne mentent pas, hein, des startups, des entreprises qui se disent bah, tiens, moi je vais révolutionner, je vais disrupter l'énergie fossile. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Et j'ai souvent sur le plateau, parce que moi je donne mon avis, mais j'écoute les gens qui viennent à C'est votre argent, et j'ai souvent des gens qui me disent mais en fait, on se trompe dans la transition écologique, notamment ceux qui vont être les acteurs de la transition écologique. Sébastien Lalvé d'Arbevel disait ça. Bah, ce sont les acteurs de l'énergie actuelle. Et comment on les reconnaît, Marc? Comment on les reconnaît Emmanuel parle de Total. Il dit au Total Énergie, finalement, on n'en parle pas assez. Sébastien Lalvé dit Saint-Gobain. Saint-Gobain, ok, c'est pas la start-up. Ça veut dire que c'est les acteurs qui existent déjà aujourd'hui qu'il faut. C'est-à-dire des acteurs qui sont des acteurs aujourd'hui. C'est assez simple à comprendre. La transition énergétique, ça va coûter une fortune. Il faut des investissements massifs. Il faut de la recherche et du développement. Est-ce qu'une start-up qui démarre en levant 10 millions, elle peut réellement révolutionner le monde? Ça existait, ça va arriver. Il y en a qui vont le faire. Mais j'ai envie de dire, ça dépend. C'est comme on a parlé tout à l'heure du profil de risque. Ça dépend de votre profil de risque. Si votre profil de risque, c'est de dire, moi, je veux quelque chose de relativement sûr, il faut jouer sur des acteurs. Moi, je ne suis pas conseiller en action, hein, mais on a pris l'exemple à l'émission de Saint-Gobain. Saint-Gobain est dans la transition énergétique. Je ne sais pas s'il faut l'acheter ou pas, ce n'est pas mon propos. Mais en tout cas, voilà. Mais par contre, si on a une poche de son portefeuille qu'on veut investir dans des actifs plus risqués, là, on peut jouer des entreprises. Et là, on a le risque qu'on a connu. Vous avez le risque d'avoir une explosion, mais vous avez aussi la possibilité de trouver un nouveau Google. Et peut-être juste pour finir rapidement là-dessus, est-ce que, Marc, s'investir sur la transition écologique, est-ce que ça nuit forcément aux performances Ah non, mais pas du tout. Ah non, mais pas du tout, pas du tout. Je suis pas d'accord avec ça aussi. C'est-à-dire, je pense pas. Alors, ça vaudrait le coup de faire une émission quasiment là-dessus, parce que on dit tellement tout et n'importe quoi. On a le prochain thème de. Non, mais c'est vrai, on dit tellement tout et n'importe quoi sur ce sujet. C'est-à-dire que oui, quand on stampe ESG, ISR, vert, ce que vous voulez, des produits qui ne veulent rien dire, évidemment, on va dans le mur. Mais si on va choisir une entreprise, un fonds qui investit, comme nous l'ont dit nos invités à l'émission, dans la durée, sur une tendance. Je crois que personne aujourd'hui ne peut dire que la transition écologique, la transition climatique, ce n'est pas un sujet. Sur une tendance de fond, évidemment qu'il faut y aller. Et non seulement ça ne va pas obérer la performance, mais ce sont des vecteurs de performance. Ça vaut le coup de faire une émission spéciale là-dessus. Une autre question. Bonjour Marc. Bonjour. Dans le cas des actions, on souhaite toujours qu'elles montent et gagner de l'argent quand elles montent, mais on peut aussi en gagner quand elles descendent avec des turbos. C'est ça. Alors, évidemment, là, on rentre dans des choses qui sont très particulières, hein. Vous avez raison. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des produits un peu dont on dit que ce sont des produits spéculatifs. Ce sont des produits qui permettent de faire un pari, hein, je parle sous votre contrôle, sur la hausse, sur la baisse. Et effectivement, on a l'habitude, quand on parle des actions, c'est toujours les actions à l'achat. C'est-à-dire que quand on fait venir les gens, on leur dit, éventuellement, ils disent, je vends ce que j'ai en portefeuille, je vends ce que j'ai déjà acheté, mais sinon, j'achète ou je fais rien. Mais en fait, monsieur a raison, et vous avez raison, on peut aussi jouer la baisse sur certains titres. Alors, j'ai envie de dire que déjà, on explique que les actions en direct, c'est pour des personnes qui ont du temps à consacrer et qui ont un appétit au risque qui est relativement fort. Hein. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas l'appétit au risque et qui n'ont pas le temps de consacrer, on leur dit allez sur des fonds ou allez sur des trackers ou des ETF. Mais alors là, sur des produits de ce type-là, je pense qu'il faut vraiment, j'ai envie de dire, il faut avoir une formation. Hein. C'est-à-dire, moi, je refuse quand les gens m'en parlent. Je leur dis, ne les utilisez pas si vous n'avez pas suivi 4-5 jours de cours sur Internet où il y a des séances, il y a des gens qui forment à ça, parce que sinon, vous allez vous faire... C'est quoi, c'est du trading? On n'est plus dans de l'investissement là? Non, on peut être dans l'investissement, mais la mécanique, l'instrument lui-même, le sous-jacent, c'est toujours le même. Amaury, le sous-jacent, c'est j'achète une action, j'achète un indice, il monte ou il baisse. Et finalement, c'est presque plus normal de pouvoir jouer aussi la hausse que la baisse. La baisse comme la hausse, alors que là, on est en asymétrie totale, on joue que la hausse. On peut se dire, à un moment donné, moi, je pense que, je ne sais pas, Tesla, c'est n'importe quoi.
c'est pas ce que je pense. Mais on peut se dire, et là, on pourrait se dire, bah oui, mais un investisseur normal, bah, il peut rien faire. Soit il achète Tesla, soit il fait rien. Mais s'il a la conviction que Tesla, c'est une bulle, bah, il y a des instruments qui permettent de jouer là-dedans. Bon, en tout Mais cas, ouais, il ça- faut être sûr de soi. Ouais. Alors, moi, je dis, il faut être sûr de soi, pas forcément parce qu'il y a aussi des instruments qui sont à risque limité. Mais c'est une poche qui est très spécifique, qui est plus spéculative et surtout qui n'est à aborder que si on a une formation. Alors, une formation, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un diplôme d'une grande école commerciale. Ça veut dire qu'il faut avoir passé quelques heures, quelques jours dans un cadre, quel qu'il soit, sur le web ou physique, pour se former. Mais moi, je suis d'accord avec vous, ce sont des instruments qui sont intéressants, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Tout à fait. Merci, Marc. Une autre question du public. Oui, bonjour Marc. Bonjour. Ma question repose sur l'analyse sectorielle. Oui. On a parlé de la transition écologique. Quels sont les secteurs qu'il faut privilégier aujourd'hui? Ouh là là, ça c'est une question très compliquée. Alors ça, c'est pas mon métier. Et je vais vous dire un peu ce que disent, parce que moi je suis là aussi pour expliquer ce que disent mes invités. Moi en fait, si je fais cette émission, où on parle un peu de soi aussi, c'est aussi parce que moi je viens l'écouter cette émission, un peu comme vous. C'est-à-dire que j'ai énormément de plaisir. Les gens me disent, tiens, cette émission, on a vraiment l'impression que tu prends énormément de plaisir. Oui, je prends énormément de plaisir parce que j'ai le privilège, un privilège incroyable. C'est-à-dire que chaque semaine, j'ai la possibilité d'avoir devant moi 2 économistes brillants, 2 gérants de fonds de qualité qui m'expliquent ce qu'ils pensent et qui sont au meilleur de leur forme. Parce que quand ils viennent ici, d'abord c'est vendredi, donc ils savent qu'en partant de l'émission, ils ne repasseront pas par le bureau. Donc ça, c'est déjà énorme. Et puis d'autre part, ils ont préparé. Et comme ils ont préparé, ils disent des choses intelligentes. Il n'y a pas une fois où je sors de cette émission, je vous le dis, c'est vraiment... c'est sincère, hein, il n'y a pas une fois où je sors de cette émission où je ne me dis pas « Waouh, je n'ai pas pensé à ça ». C'est-à-dire que l'émission de la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque, je me suis dit « Mais ça, je n'y ai pas pensé du tout ». Ou quand Ben Aouda me dit, Abdeldaïm me dit, bah, tiens, en fait, tu regardes, mais ton mode de pensée, c'est le mode de pensée à l'américaine, à l'européenne, t'es déjà orienté, bah, il me donne un autre regard. Et donc, je reviens à votre question, excusez-moi. Hein, peut-être pour répondre à la question, peut-être de manière indirecte, Marc, est-ce qu'il y a une méthodologie pour trouver les secteurs sur lesquels il faut s'exprimer? Oui, il y a une méthodologie, c'est la même que la mienne. Je vais vous donner la mienne. Je ne dis pas qu'il y a une méthodologie, c'est d'écouter les spécialistes. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est pour ça que j'ai mis du temps à répondre, et c'était un peu long, c'est qu'en fait, moi, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, je n'ai pas de certitude. C'est-à-dire quand j'arrive à cette émission, j'arrive avec l'esprit ouvert, en me disant, bah, tiens, le gérant, qu'est-ce qu'il va me dire? Et on a eu des battles, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu une battle entre Virginie Robert et William Higgins, pour répondre à votre question, où là, il y avait une battle de fond qui était entre les valeurs de croissance et les valeurs value. Et William Higgins disait, ben non, moi, tout ce qui se paye 10 fois au-dessus de 10 fois les résultats, je n'en veux pas dans mon portefeuille. Et Virginie qui dit, mais c'est idiot, puisqu'une entreprise qui fait plus de 50% de croissance dans l'année, on peut la payer 20 fois son bénéfice. Donc, pour vous répondre, aujourd'hui, ce qui me semble entendre, donc je vous reporte ce que j'entends, c'est qu'on est plutôt dans une ambiance qui est une ambiance de relative prudence. C'est-à-dire que globalement sur les actions, Christopher Dembig dans l'émission était plutôt, lui, très chaud, hein, très positif. L'avis général des gérants sur les dernières semaines, c'est qu'il faut être ultra sélectif. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question encore, ils sont moins secteurs qu'ils sont valeurs. C'est-à-dire ce que j'ai entendu, ce que je n'entendais plus depuis longtemps, c'est surtout le stock picking. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas envie de se mouiller, ils ont raison, sur des secteurs entiers, parce que dans des secteurs entiers, en fait, il y a des entreprises qui ont des profils totalement différents dans le même secteur. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous prenez le secteur du textile et de l'habillement. C'est un désastre, c'est une débâcle. Mais vous prenez Zara, c'est des résultats qui sont des résultats spectaculaires. Donc vous voyez même qu'on pourrait dire, bah non, ce secteur-là, il faut l'éliminer parce que... Mais non, il y a 1 ou 2 firmes qui font des résultats spectaculaires. Dans le portefeuille de Virginie Robert, il y a du Ralph Lauren. C'est-à-dire qu'on peut avoir des performances qui sont des performances spectaculaires dans un secteur qui est un secteur en crise. Donc je pense, je vous traduis ce que j'ai entendu, je pense que le maître mot, c'est prudence, le maître mot, c'est stock picking, et le maître mot, c'est pas forcément avoir un raisonnement qui est un raisonnement de secteur, mais plutôt avoir un raisonnement valeur par valeur. Et moi, ce que je fais,
parce que je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas le temps, je ne connais pas suffisamment les entreprises, ben je lis et j'écoute ce que disent les spécialistes qui viennent à l'émission. Merci pour votre réponse. Une autre question. Bonjour Marc. Bonjour. Je vais revenir sur le pôle environnement concernant l'immobilier locatif. Est-ce que, d'après vous, l'immobilier locatif a encore de l'avenir malgré en fait les normes environnementales écologiques données, comme par exemple le DPE ou autres? Alors, moi, sur l'investissement locatif, j'ai vraiment, je vais vous donner une opinion qui est un peu brutale, c'est-à-dire que, comme toujours, hein, qui est probablement fausse, comme toujours aussi, c'est que je pense que, je suis assez d'accord avec ce que disait Guillaume Arnaud dans l'émission, donc le responsable de Sofidy, et je trouve que aujourd'hui, l'investissement locatif physique est trop compliqué. C'est-à-dire qu'au-delà même des normes environnementales, et ça va créer, excusez-moi l'expression, ça va créer un bordel inimaginable sur les 3 ou 4 ans ou 5 ans qui viennent, parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris que dans transition, quand je dis les gens, c'est les autorités, c'est Bruxelles, c'est le gouvernement, n'ont pas compris que dans transition, il y a le mot transition. C'est-à-dire qu'une transition, ça ne peut pas être brutal. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer le monde, on devrait changer le monde idéalement en 6 mois, on ne peut pas le changer le monde en 6 mois. Et on prend des mesures sans réfléchir à l'impact des mesures qu'on prend. Je prends l'exemple d'ailleurs de l'automobile. C'est-à-dire on a pris des mesures sur l'automobile et on se rend compte que finalement, en prenant des mesures sur l'automobile, on favorise les constructeurs chinois aux dépens des constructeurs européens. Et donc on favorise une production à des milliers de kilomètres de chez nous qui va consommer encore plus de CO2 que ce qu'on a à côté et qui va détruire de l'emploi chez nous. Donc on marche sur la tête. Donc moi, aujourd'hui, l'immobilier locatif physique, surtout que les carottes fiscales sont de plus en plus limitées, moi, je n'y touche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez la possibilité d'avoir, surtout avec les baisses de parts sur les SCPI qui sont en train de se produire, je n'ai pas dit que c'était terminé, mais qui sont en train de se produire, on peut choisir. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ben non, moi je vais investir dans l'immobilier de la santé. Quoi, c'est SCPI, c'est des fonds SCPI, aussi. SCI dans l'assurance vie. Et surtout, là, pour rebondir sur ce que disait monsieur, on peut choisir sa thématique. C'est-à-dire que moi, si je me dis, bah oui, le commerce est mort, il va y avoir que de l'e-commerce, il n'y aura plus de boutique. Bah, évidemment, je ne vais pas prendre une SCPI commerciale. Mais si je me dis, tout le monde va vieillir et on va tous finir dans un EHPAD, bah, je prends une SCPI santé. Si par contre, comme Guillaume Arnaud l'a dit dans l'émission, bah, je pense que le commerce, non, en fait, il faut arrêter de délirer. Les gens vont continuer à aller dans des boutiques. Moins, différemment, ils auront besoin d'un site internet. Bah, peut-être que c'est le moment, je ne dis pas que c'est le moment, je sais pas, c'est lui qui le dit, mais peut-être que c'est le moment de retourner sur l'immobilier commercial. Donc pour votre réponse, je ne touche pas à l'immobilier locatif physique, je regarde, et j'investis même à titre personnel, dans de l'immobilier plutôt pierre-papier, en fonction de mes idées ou des idées des gens que j'écoute. Merci. Bonjour. Bonjour. Richard, donc en fait, je voulais vous poser à savoir si l'OAT, le taux qui a beaucoup changé, risque d'engendrer des problèmes de stabilité dans notre zone monétaire, même dans notre pays, au niveau social, enfin, les impacts que ça puisse avoir. Écoutez, là, vous touchez, on pourrait faire une émission aussi. Amaury va dire on va faire une émission spéciale BCE, spéciale Christine Lagarde. Mais là, vous touchez un point sensible. Je pense on fait n'importe quoi. C'est-à-dire, je pense que je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, vous posez la question. Moi, je vous dis oui. Si on continue comme ça, on va dans le mur. C'est-à-dire, si on continue à monter les taux de façon aussi brutale, uniquement parce qu'on a fait l'erreur de les laisser trop longtemps, trop bas et négatifs, on ne peut pas rattraper une erreur par une autre erreur. Ça n'existe pas. Quand on a fait une erreur, on reconnaît son erreur, on réfléchit et on agit et on écoute. Ce n'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent on a fait une erreur, ah là là, les taux sont trop bas, allez hop, on les remonte très rapidement. Et puis, ils n'ont pas compris que globalement, il faut 18 mois pour avoir l'impact sur les taux d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on a remonté les taux d'intérêt, il ne se passe rien. Donc, il faut continuer. Mais non. Il faut 18 mois, ça y est, on rentre dans le dur, là. Moi, je peux vous dire qu'on parle à des entreprises sur le terrain. Vous dites, est-ce que ça va créer des chaos? Moi, je parle des entreprises sur le terrain. Sur le terrain, c'est le chaos. Sur le terrain, depuis juillet, août, septembre, je ne vous parle pas de l'immobilier. L'immobilier, c'est sinistré. Aux États-Unis, c'est sinistré. Mais
sur le terrain, les entreprises, les PME, les ETI nous disent « mais nous, on est asphyxiés ». Pourquoi ? Parce que le vent de l'après-Covid est tombé. Il y a le vent contraire maintenant des taux d'intérêt qui sont montés. Et vous avez la croissance qui est en train de tomber de façon extrêmement brutale. Donc oui, ça peut créer une instabilité. Ça ne va pas créer une crise financière, j'y crois pas. Ça ne va pas créer de crise systémique, j'y crois pas non plus. Par contre, ça va créer un ralentissement de la croissance économique et peut-être même une récession plus forte que celle qu'on imagine. Et Marc, rapidement, dans ce contexte compliqué, est-ce qu'en tant qu'investisseur, on peut profiter, entre guillemets, de ce contexte compliqué ? En fait, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission. Parce que ce qui est très important, c'est de ne pas essayer le timing. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser, se dire « Ah, j'ai été malin, une fois, j'ai augmenté ma poche action et j'ai acheté plein d'actions au plus bas. » Bon, par exemple, il fallait le faire au moment du Covid. C'est vrai que le Covid, ça a été une opportunité, un drame humain, mais une opportunité financière incroyable. Il y a des accidents qui font qu'à certains moments, on peut se dire « il faut y aller ». Mais la réalité, pour répondre à ta question, Amaury, c'est qu'en fait, il ne faut pas faire de timing. En fonction de son profil, moi je pense qu'aujourd'hui, un profil qui est un profil équilibré, il doit avoir en fond de portefeuille permanent, il doit avoir, avec des taux d'intérêt tels qu'on a aujourd'hui, je ne t'aurais pas dit ça il y a 3 ans quand les taux étaient négatifs, il doit avoir 25% d'actions. Notez bien, notez bien. Il doit avoir 25% de produits de taux. Il doit avoir, en fonction de son besoin, 20 ou 15% de liquidités. Ces liquidités, on peut les placer en livret A, on peut les placer en compte à terme, on peut les placer sur des fonds en euros. Dites-vous bien qu'il y a des fonds en euros en contrat d'assurance vie qui vont rajouter un bonus de 2% sur le taux de l'année. Donc, on va avoir des fonds en euros qui vont rapporter du 4%. D'accord ? Donc, ça, c'est sur la poche. Ensuite, il y a évidemment 15% d'immobilier papier, 5 à 8% de private equity. Moi, c'est mon allocation. Et à la marge, ce qui va se passer, c'est peut-être qu'au moment du Covid, je vais me dire, je vais passer de 25 sur les actions, je vais monter à 35. Parce que là, il y a une vraie opportunité. Mais je sais que je vais devoir redescendre à 25. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de jouer les traders. Tu m'as appelé le loup de Wall Street français, mais en fait, je suis tout sauf ça aujourd'hui parce que j'ai beaucoup vieilli. Et donc aujourd'hui, je me dis, non, au contraire, à chaque fois qu'on essaye de se dire, je vais attraper le plus bas ou le plus haut, à chaque fois, on se fait massacrer. Il faut avoir une allocation qui sont une allocation dans la durée. Après, il y a des opportunités. Quand tu as des taux d'intérêt qui sont négatifs, tu mets 0 dans ta poche obligation. 0. Alors que tu devrais en avoir 25. Mais quand tu as des rendements à 4,5, à 5 ou à 6%, tu mets 25% dans ton portefeuille. C'est le principe de l'allocation d'actifs. C'est ça, j'espère, qui est passé comme message dans l'émission. C'est ça qu'on veut apprendre aux gens. C'est pas de leur dire « devenez trader, achetez la bourse au plus bas ». Les gens qui disent ça, ils vendent du rêve. Diversifier au maximum. Allocation d'actifs. La clé, c'est allocation d'actifs. Il y a des familles de placements. Il faut avoir des produits dans chaque famille de placement en fonction de son profil. Madame ? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question, puisque traditionnellement, l'or, qui nous entoure d'ailleurs, est un bon placement. Ça, c'est une photo de chez moi. Oui, très bien, très bien. Je viendrai bien chez vous. Écoutez, quand vous voulez. Je ferai une petite soirée la prochaine fois. Est-ce que c'est toujours un bon placement à l'heure d'aujourd'hui ? Alors, j'ai toujours le même raisonnement. Je répète la même phrase depuis 50 ans. Je dis l'or, c'est un anxiolytique financier. D'accord. Si ça vous aide à dormir la nuit, d'en avoir, continuez à en prendre. Parce qu'il n'y a pas de problème d'addiction. Ça ne va pas vous empêcher de fonctionner normalement. Je ne pense pas que ça serve à grand-chose, mais moi, j'en ai un peu parce que ça me permet de dormir, ça me permet de ne pas prendre de l'Exomil avant d'aller au lit. J'ai un petit peu d'or. C'est le même boulot qu'un anxiolytique. C'est un anxiolytique financier. Si ça vous rassure, il faut en avoir. Et alors, par contre, si votre question, c'est est-ce qu'il faut avoir des crypto-monnaies, il faut regarder l'émission d'Amaury. Là, c'est une autre question encore. On prend peut-être une dernière question. On a 1 minute, une dernière question rapidement. Bonjour Marc. Quoi mettre dans un PEA en ces temps mouvementés actuellement ? 1 minute, Marc. Je crois que vraiment, dans ces temps mouvementés, d'abord, je pense qu'il faut être... Nous, on est au plus bas dans la poche action. C'est ce que je vous ai dit en 25. Je mettrai des fonds qui sont des fonds de spécialistes avec plutôt, on va dire, de la value, c'est-à-dire des choses qui sont assez résistantes, qui pourraient résister à un ralentissement de l'économie et à une récession. Donc, je suis plus sur de la value que sur de la croissance.
Merci beaucoup. Merci Ils ont à été tous. bons. Hein. Je crois que vous pouvez applaudir. Marc On va s'applaudir et ses aussi. experts. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, on se retrouve pour une émission exceptionnelle dans pas trop longtemps. C'est ça, à bientôt. exactement. Merci d'avoir été avec nous. Merci Marc. Merci à tous les experts qui ont participé à cette émission et à très vite.